Et quoi, charmante Élise? Vous devenez mélancolique après m'avoir dit que vous m'aimiez. Est-ce du regret de vous être promise à moi? Non, Valère, je n'ai aucun regret. Mais à vous dire vrai, le résultat me donne de l'inquiétude. J'ai peur de trop vous aimer. Mais de quoi avez-vous peur? Hélas, 100 choses à la fois. L'emportement de mon père, les reproches de ma famille. Mais plus que tout, que vous ne soyez honnête dans vos propos, comme ceux de votre sexe le sont souvent. Ah, ne jugez pas de moi par les autres. Soupçonnez-moi de tout, mais pas de l'amour que je vous porte. Ah, Valère, tous les hommes tiennent le même discours et ne le respectent pas toujours. Attendez avant de me juger, de me soupçonner. Donnez-moi le temps de vous prouver la valeur de mes actions. Oh, Valère, on se laisse souvent convaincre par ce que l'on aime. Mais je vous crois. Mais de quoi avez-vous peur, alors? Je n'aurais pas peur si tout le monde pouvait vous voir avec mes yeux. Mon cœur me dit que vous êtes honnête. Et en plus, je vous dois la vie. Vous ne me connaissiez même pas. Et vous avez risqué votre vie pour moi en m'arrachant des ondes. Vous avez tout laissé derrière vous pour moi, parents et patrie. Vous êtes fait engager ici clandestinement par mon père comme domestique, malgré votre fortune, pour demeurer avec moi. Tout cela est très joli à mes yeux, mais ce n'est pas assez pour le justifier aux autres. Je ne veux point vous séduire avec autre chose que mon amour pour vous, et qu'importe ce que peuvent dire les gens. Votre père, et son avarice, et la manière dont il traite les enfants, pourraient faire dire aux gens des choses plus méchantes. Pardonnez-moi de parler ainsi de votre père, mais vous savez bien comment il est, et l'on ne peut pas en dire de bien. Mais si je peux récupérer mes parents, mon rang et ma fortune, votre père m'aimera, c'est certain. Non, Valère, restez avec moi, je vous prie, et continuez d'amadouer mon père. Oui, je crois que j'y arrive assez bien. Bien sûr, j'ai dû lui cacher ma vraie identité afin de m'introduire à son service, et je lui fais plaisir afin de lui plaire. Je joue un personnage chaque jour en lui disant toutes sortes de compliments et de flatteries, car c'est ainsi que je dois m'ajuster pour le gagner à ma cause. Ma sincérité souffre un peu au métier que je fais, mais quand on a besoin des hommes, il faut s'ajuster à eux. Ce n'est pas la faute de ceux qui flattent, mais de ceux qui aiment être flattés. Il vous faudrait aussi gagner l'appui de mon frère, au cas où la servante ne divulgue notre secret. Il me sera un peu difficile de le faire, car votre père et votre frère sont si différents. Je ne peux jouer sur deux tableaux. Mais vous, servez-vous de l'amitié qui est entre vous deux pour le mettre de notre côté. Il arrive, je me retire. Profitez de ce temps pour lui parler, mais ne lui divulguez notre secret que si vous le jugez à propos. Je suis content que vous soyez seule, ma sœur, car je voulais vous parler d'un grand secret. Je vous écoute, mon frère. Qu'avez-vous à me dire? Qu'il y a des choses enveloppées en un mot. J'aime. Vous aimez? Oui, j'aime. Mais avant d'aller plus loin, je sais que je dépends de mon père et que je lui dois le respect, et que je ne peux m'engager sans sa permission, puisque Dieu le veut ainsi, et que je dois me fier à sa prudence, à ses lumières, parce qu'il est plus mature que nous, donc qu'il ne peut se tromper, et aussi que la passion de notre jeunesse peut nous jouer des tours. Si je vous dis cela, ma sœur, c'est pour ne pas que vous ayez à me le dire. Ne me faites pas de reproches. Vous vous êtes engagé, mon frère, avec celle que vous aimez? Non, mais je suis résolu à le faire. Et n'essayez pas de me dissuader. Suis-je une si étrange personne? Non, ma sœur, vous n'êtes pas en amour, donc vous ignorez ce dont je vous parle. Hélas, mon frère, ne parlons point d'amour. Tout le monde aime au moins une fois dans sa vie. Mais si je vous ouvre mon cœur, peut-être me trouverez-vous moins sage que vous. Vous êtes au ciel. Vous êtes aussi en amour. Finissons d'abord votre affaire. Dites-moi qui est celle que vous aimez. C'est une jeune personne qui demeure tout près et d'une beauté extraordinaire. Elle se nomme Marianne et elle vit avec sa mère malade de laquelle elle prend grand soin. Elle est douce, charmante, gracieuse, pleine d'attrait, honnête et adorable. Ma sœur, si vous l'avez vue. J'en vois déjà beaucoup de ce que vous me dites. Et pour comprendre ce qu'elle est, il me suffit que vous l'aimiez. J'ai découvert qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent malgré leur apparence. Elles ont peine à suffire à leurs besoins. Imaginez quelle joie j'aurais de les aider en leur venant au secours. Mais l'avarice de notre père me plonge dans l'incapacité de goûter cette joie et de faire exploser à cette belle tout mon amour. Je comprends votre chagrin. Il est plus grand que vous ne le croyez. Il n'y a pas plus cruel que l'avarice d'un père et le manque d'argent dont on nous fait languir. À quoi bon un héritage si nous ne pouvons nous en servir alors que nous sommes dans l'âge d'en jouir? J'en suis rendu à emprunter de l'argent pour me vêtir convenablement. Enfin,
J'étais venu pour que vous m'aidiez à parler de mon amour à notre père. Et s'il n'était pas d'accord, alors je fuirai avec elle, même si je dois vivre pauvrement. Et s'il devait s'opposer à votre amour également, alors nous le quitterons tous les deux et fuirons cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable. Il est vrai que tous les jours, il nous fait regretter la mort de notre mère. Eh, mais que fait-il ici? J'entends sa voix. Éloignons-nous d'ici pour terminer notre conversation et nous viendrons joindre nos forces pour venir attaquer la dureté de son humeur. Oh, dit-il tout de suite! N'apprends! J'ai bien répondance! Sauf le respect que je lui dois, je n'ai jamais vu un vieillard aussi méchant. Comment? Que dis-tu? Pourquoi me chassez-vous? Tu me le demandes! Sors vite avant que je t'assomme! Mais monseigneur, votre fils m'a demandé de l'attendre ici. Va l'attendre dans les rues! Je ne vais pas dans ma maison d'un traître, d'un espion de mes affaires, d'un voleur qui fouille de tous les côtés pour voir s'il y a quelque chose à voler! Mais comment pouvons-nous vous voler? Vous enfermez toutes vos choses et vous montez la garde jour et nuit. J'enferme ce que bon me semble et monte la garde s'il me plaît! Tu m'espionnes? J'espère qu'il ne sait rien de mon argent. Ferais-tu courir le plus que j'ai de l'argent? Ah, vous avez de l'argent? Non, Filou, je ne dis pas cela. Même si vous en aviez, cela ne paraît pas. Comment oses-tu? Hors d'ici, Filou. Eh bien, d'accord, je sors. Attends, viens ici. Viens. Allez, allez, allez. Montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres? Les autres? Oui. Les voilà. Que caches-tu dans tes poches? Il est si avare qu'il mériterait que je le vole. Qu'est-ce que tu parles de voler? Je disais que vous vouliez me fouiller pour voir si je vous vole. C'est ce que je vais faire. Le scorbut soit de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? Ce que je dis? Oui, que dis-tu de l'avarice et des avaricieux? Ah, je dis que le scorbut soit de l'avarice et des avaricieux. Et de qui veux-tu parler? Des avaricieux! Et de qui veux-tu parler? Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois. À qui parles-tu quand tu dis cela? Je parle à mon chapeau. Mais moi, je pourrais bien parler à ton partenaire. Ouais, empêcheriez-vous de me dire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent. Tais-toi. Mais je ne nomme personne. Je te battrai si tu parles. Est-ce que le chapeau vous fait? Te tairas-tu? Oui, non. Malgré moi. D'accord. Tenez. Fouillez. Ah ah! Êtes-vous satisfait? Allons, rends-le-moi sans te fouiller. Quoi donc? Ce que tu m'as pris. Je n'ai rien pris. Assurément? Assurément. Adieu, va au diable. Me voilà bien congédié. Tu l'auras sur la conscience. Ce valet m'est désagréable et je ne veux plus voir ce chien de filou. Comme il est difficile de cacher de l'argent de nos jours. Bien heureux, celui qui a toute sa fortune toute bien placée et qui ne conserve seulement ce qu'il faut pour ses dépenses. Je n'ai pas confiance au coffre-fort. Il n'attire que les voleurs. Mais je me demande si j'ai bien fait d'avoir enterré dans mon jardin les 10 000 écus d'or qu'on m'a rendus hier. 10 000 écus d'or chez soi est une somme assez... au ciel. J'espère qu'ils n'ont rien entendu. Je crois avoir parlé tout haut. Qu'y a-t-il? Rien, mon père. Y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous venons que d'arriver. Vous avez entendu? Quoi, mon père? Là, Quoi? ce que je viens de dire. Non. Oui, bien sûr. On vous jure? Je vois bien que vous avez entendu quelque chose. Ce que je me disais, qu'il est difficile de trouver de l'argent de nos jours. Et que bien heureux celui qui peut posséder 10 000 écus chez soi. Nous hésitions à vous aborder de peur de vous interrompre. Je vous dis cela car je ne voudrais pas que vous imaginiez que je dise que c'est moi qui ai 10 000 écus. Non plus Dieu que je les use. 10 000 écus. Ce serait une bonne affaire pour moi. J'en aurais besoin. Cela m'accommoderait fort. Je ne me plaindrai point que les temps sont misérables. Mon Dieu, mon père! Mais vous n'avez pas lieu de vous plaindre et nous savons que vous avez assez de biens. Comment? Ceux qui disent cela ont menti. Il n'y a rien de plus faux. Ce sont les filous qui font courir ces bruits-là. Ne vous mettez point en colère, mon père. C'est étrange que mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis.
Est-ce être votre ennemi que de dire que vous avez des biens? Oui! En tenant ce discours jumelé aux dépenses que vous faites, un jour on viendra me couper la gorge en pensant que je suis cousu d'or. Et quelle grande dépense est-ce que j'ai fait? Quelle? Voyez vos vêtements, ils coûtent une fortune. Je vous l'ai dit 20 fois, mon fils, vos manières me déplaisent. Vous avez les allures d'un seigneur, et pour être vêtu ainsi, vous devez sûrement me voler de l'argent. Et comment pourrais-je vous dérober? Je n'en sais rien. Mais où pouvez-vous prendre l'argent pour vous vêtir de la sorte? Moi, mon père, c'est que je joue et comme je suis fort chanceux, je mets sûrement tout l'argent que je gagne. Ah! Non, eh bien, si vous êtes chanceux au jeu, vous devriez placer tout cet argent pour la faire fructifier, afin d'en jouir un jour. Je voudrais bien savoir à quoi vous sert de vous vêtir de la sorte. Ces vêtements doivent bien valoir plusieurs écus, qui vous rapporteraient gros dans un bon placement. Vous avez raison. Laissons cela et parlons d'autre chose. Je crois qu'ils se font signe pour me voler ma bourse. Que veulent dire ces gestes-là? Nous nous demandions, mon frère et moi, lequel de nous deux parlerait le premier. Car nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Ah! Et moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire à tous les deux. C'est de mariage que nous désirons vous entretenir, mon père. Mais c'est de mariage aussi dont je veux vous parler. Oh, mon père! Mais pourquoi ce cri? Est-ce le mot ou la chose qui vous fait peur? Le mariage peut nous faire peur à tous deux selon la manière dont vous y pensez. Et nous craignons que vous ne soyez pas d'accord avec nous. Allons, allons. Un peu de patience. Ne vous inquiétez point, je sais ce qu'il vous faut à tous deux. Et vous n'aurez point à vous plaindre de ce que je veux pour vous. Mais pour commencer, avez-vous remarqué une jeune personne, appelée Marianne, qui habite la seigneurie voisine d'ici? Oui, mon père. Et vous? J'en ai entendu parler. Comment la trouvez-vous? Une fort charmante personne, tout honnête et pleine d'esprit, admirable. Ne croyez-vous pas qu'une fille comme celle-là mériterait que l'on songe à elle? Oui, mon père. Que ce serait un parti souhaitable? Très souhaitable. Et qu'un mari aurait satisfaction avec elle? Assurément. Il y a une petite difficulté. C'est que j'ai peur qu'elle n'ait pas une dot suffisante. Mais mon père, le bien n'est pas important lorsqu'il s'agit d'épouser une honnête personne. Pardonnez-moi. Alors, si l'on ne trouve pas tous les biens dont on souhaite, on peut tâcher de regagner cela sur autre chose. Mais bien sûr. Enfin, je bien aise de vous voir partager mes sentiments, car son maintien honnête et sa douceur ont gagné mon cœur. Et je suis résolu de l'épouser, pourvu que j'y trouve quelques biens. Quoi? Vous êtes résolu, dites-vous? D'épouser Marianne. Qui vous? Vous? Oui, moi. Que se passe-t-il? Il m'est pris soudain un étourdissement et je dois me retirer d'ici. Ce n'est rien. Allez boire un peu d'eau à la cuisine. Ah, le pauvre. Il a une faible constitution. Voilà, ma fille, ce que j'ai décidé pour moi. Tant qu'à votre frère, je lui destine une veuve dont on est venu me parler ce matin. Et pour toi, je te donne au Seigneur Anselme. Au Seigneur Anselme? Oui, un homme mûr, prudent et sage, qui n'a pas plus de 50 ans, et dont on vante les grands biens. Mais je ne veux point me marier, mon père. S'il vous plaît. Et moi, ma petite fille, mamie, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. Je suis votre très humble valet, et avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela ne sera point, mon père. Cela sera, ma fille. Non. Si. Non, vous dis-je. Si, vous dis-je. C'est une chose que vous ne m'obligerez point. C'est quelque chose où je vous obligerai. Je me tuerais plutôt que d'épouser un tel mari. Tu ne tueras point, tu l'épouseras. Mais voyez quelle audace. A-t-on jamais vu une fille parler ainsi à son père? Et a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? Mais c'est un excellent parti.
Je gage que tout le monde approuvera mon choix. Et moi, je gage que ce choix ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable. Oh, tiens, voilà Valère. Veux-tu qu'il soit juge de cette affaire? Oui, j'y consens. Te rendras-tu à son jugement? Oui, j'accepterai ce qu'il dira. Voilà qui est fait. Valère, nous t'avons choisi pour nous dire qui a raison de ma fille ou moi. C'est vous, monseigneur, sans contredire. Mais sais-tu de quoi nous parlons? Non, mais vous ne sauriez avoir tort, et vous avez toujours raison. Eh bien, je vais lui donner ce soir pour époux un homme aussi riche que sage, et elle ne veut point m'obéir. Que dis-tu de cela? Ce que j'en dis... Oui. Quoi? Je dis que vous avez raison. Mais aussi qu'elle n'a pas tout à fait tort. Mais comment? Le seigneur Anselme est un bon parti. Il est noble, doux, il est posé. Il possède les terres de la seigneurie de la Nouvelle-Longueuil et il ne possède aucun enfant de son premier mariage. Cela est vrai. Mais ne serait-ce pas un peu précipiter les choses? Il faudrait peut-être un peu de temps pour voir si son inclination pourra s'accommoder avec... Oui, mais c'est une occasion que l'on peut rater. En plus, il s'engage à la prendre sans dot. Sans dot? Oui. Oh, je ne dis plus rien. C'est une raison tout à fait convaincante. C'est pour moi une épargne considérable. Assurément, c'est une bonne affaire. Mais un engagement qui doit durer toute la vie ne doit se faire qu'avec grande précaution. Sans dot. Cela est vrai. Voilà qui décide de tout. Mais il y a des gens qui pourraient vous dire qu'en de telles occasions, le bonheur d'une fille est une chose pour laquelle il faut avoir de l'égard, et une telle différence d'âge, d'humeur et de sentiments rend un mariage sujet à des accidents très fâcheux. Oui, mais sans dot. Il est vrai. Cela ferme la bouche. Sans doute. Comment résister à un argument de la sorte? Tiens, il me semble que j'entends aboyer un chien. En voudrait-on mon argent? Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Vous moquez-vous, Valère, de lui parler de la sorte? Oh, mais c'est pour ne point le fâcher, pour mieux en venir à bout. Le contredire serait un moyen de tout gâcher. Mais ce mariage, Valère... Il faut demander un délai et feindre quelque maladie. On découvrira la feinte si on appelle les médecins. Pensez-vous? Ils ne connaissent rien. Allez, vous aurez avec eux le mal qu'il vous plaira. Ils vous trouveront une raison de vous dire d'où il provient. Ce n'est bien, Dieu merci. Enfin, notre dernier recours, c'est la fuite. Et si votre amour est assez grand... Oui, il faut qu'une fille obéisse à son père, peu importe le mari. Et puis, pensez-y, sans doute, une fille doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne. Bon, voilà, c'est très bien parlé. Monseigneur, pardonnez-moi de lui parler de la sorte sur ce ton. Mais comment? Je suis ravi et je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. Oh, tu as beau fuir, je lui donne toute l'autorité que le ciel me donne sur toi, et je veux que tu fasses tout ce qu'il te dira. Monseigneur, je vais la suivre pour continuer la leçon que je lui faisais. Il faut lui tenir les brides hautes. Ne vous mettez pas en peine, je crois que j'en viendrai à vous. Faites, mon ami, faites. En attendant, moi je m'en vais faire un petit tour à Saint-Zotique et je reviens tout de suite. Oui, l'argent est plus précieux que toutes les choses du monde, et remerciez le ciel pour l'honnête père qu'il vous a donné. Lorsqu'on s'offre de prendre une fille sans dot, il ne faut point regarder plus loin. Sans dot tient lieu de jeunesse, de beauté, de naissance, de sagesse et de probité. Ah, le brave garçon. Heureux qui peut avoir un domestique de la sorte. Mais ne t'avais-je pas dit de m'attendre ici? Oui, j'étais ici pour vous attendre, mais votre malgracieux père m'a chassé, et j'ai dû fuir pour ne pas être battu. Comment va notre affaire? Les choses pressent plus que jamais. Et depuis que je t'ai vu, j'ai découvert que mon père est mon rival. Votre père est amoureux? Oui. J'ai eu toutes les peines du monde à lui cacher mon trouble. Mais pourquoi lui faire un mystère de votre amour? Mais pour lui donner moins de soupçons et me laisser le temps de le détourner de ce mariage. Quelle est la réponse? Ma foi, monsieur, ceux qui empruntent sont bien malheureux.
L'affaire ne se fera point. Pardonnez-moi, Maître Simon a fait rage pour vous. Et vous lui avez gagné le cœur. J'aurai mes 15 000 francs que je demande. Oui, mais à quelques petites conditions. T'a-t-il fait parler à celui qui doit prêter l'argent? Ah, vraiment, cela ne va pas de la sorte. On ne veut point du tout dire son nom. Mais l'on doit le mettre en contact avec vous aujourd'hui pour être instruit de votre bouche, de vos biens et de votre famille. Le seul nom de votre père rendra les choses plus faciles. Principalement ma mère étant morte, dont on peut monter le bien. Voici les quelques articles qu'il a dictés à notre intermédiaire pour que vous puissiez les lire avant que la chose Rien ne à se dire à fasse. cela. Pardi, mais quel juif, quel arabe est cela? Mais c'est un vrai voleur! Il est vrai, c'est ce que j'ai dit. Vous avez décidé là-dessus. Et que veux-tu que je décide? J'ai besoin d'argent, il faut bien que je consente à tout. Oui, monseigneur, c'est un jeune homme qui a besoin d'argent. Ses affaires le pressent d'en trouver, il fera tout ce que vous voulez. Mais croyez-vous, Maître Simon, qu'il n'y ait point de risque? Savez-vous le nom, les biens et la famille de celui pour qui vous parlez? Non, je ne peux vous en instruire. Et ce n'est que par hasard que l'on m'a adressé à lui. Mais vous serez éclairci par lui-même, et son valet m'a assuré que vous serez content quand vous connaîtrez. Tout ce que je sais est que sa famille est très riche. Il n'a plus de mère déjà. Et il vous fera la promesse que son père, étant vieux, mourra avant 8 mois. C'est quelque chose que cela. La charité, Maître Simon, nous oblige à faire plaisir aux personnes lorsque nous le pouvons. Cela s'entend, oui. Maître, que veut dire ceci? Notre maître Simon qui parle à votre père. Lui aurait-on appris qui je suis? M'aurais-tu trahi? Ah, vous êtes bien pressé? Il vous a dit que c'était aujourd'hui. Ce n'est pas moi, monseigneur, qui leur ai découvert votre nom à votre logis. Mais à mon avis, il n'y a pas grand mal à cela. Ce sont des personnes discrètes et vous pouvez ici vous expliquer ensemble. Comment? Monsieur est la personne qui veut vous emprunter les 15 000 francs dont je vous ai parlé. Comment, pardon? C'est toi qui s'adonne à ces coupables extrémités! Comment, père? C'est vous qui vous portez de si honteuses actions? C'est toi qui veux te ruiner par des emprunts si condamnables! C'est vous qui cherchez à vous enrichir par des usures si criminelles? Oseras-tu après cela te présenter devant moi? Et oserez-vous après cela vous présenter devant le monde? Mais n'as-tu point honte d'en venir à ces débauches-là? De te précipiter dans des dépenses effroyables et de faire une honteuse dissipation du bien que tes parents t'ont amassé avec tant de sueur? Ne rougissez-vous point de déshonorer votre rang social, de sacrifier gloire et réputation au désir insatiable d'entasser écu sur écu et de renchérir en fait d'intérêt sur les plus infâmes subtilités jamais inventées par les plus célèbres usuriers? Ôte-toi de mes yeux, coquin, ôte-toi de mes yeux! Qui est le plus criminel à votre avis? Celui qui emprunte de l'argent dont il a besoin ou celui qui vole un argent dont il n'a que faire? Retire-toi et ne me chauffe pas les oreilles! Monseigneur! Attendez un moment, Frondine, je vais revenir vous parler. Je me dois aller surveiller mon argent. C'est toi, mon pauvre La Flèche, mais que fais-tu ici? Et toi, Franzine, que fais-tu ici? Ce que je fais partout ailleurs. M'entremettre d'affaires, me rendre serviable aux gens et profiter du mieux que je le peux de mes petits talents. As-tu quelque négoce avec le patron du logis? Oui, je traite pour lui quelques petites affaires dont j'espère une récompense. De lui? Ah, ma foi, tu seras bien fine si tu arrives à en tirer quelque chose. Hey, tu ne connais pas le seigneur Harpagon? Il est tellement avare. Il est de tous les humains, l'humain le moins humain. Le mortel de tous les mortels, le plus dur et le plus serré. Donner est un mot pour qui il a tant d'aversion qu'il ne dit jamais « Je vous donne le bonjour », mais plutôt « Je vous prête le bonjour ». Mon Dieu, j'ai l'art de tirer de l'argent des hommes. J'ai le secret de m'ouvrir leur tendresse, de chatouiller leur cœur et de trouver par où ils sont sensibles. Belle hiverne ici. Je te défie d'attendrir du côté de l'argent le seigneur Harpagon. En un mot, il aime l'argent plus qu'honneur, réputation et vertu. Tu vas comme il Oh, mais il revient, je me sauve. Eh bien, qu'y a-t-il, Frondine? Ah, mon Dieu, comme vous
vous portez bien et que vous avez un visage de santé. Qui? Moi? Jamais je ne vous vis un teint si frais et si gaillard. Vous croyez? Comment? Vous n'avez jamais eu l'air aussi jeune. Et je connais des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Mais Fronsine, j'ai 60 ans bien compté. Eh bien, ce n'est rien, 60 ans. C'est la fleur de l'âge. Et vous entrez dans la belle saison de l'homme. Peut-être, mais 20 années de moins ne me feraient point mal. Vous vous moquez. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous vivrez jusqu'à 100 ans. Tu crois? Assurément, vous avez de l'air en pleine forme. Ah, je vois entre vos deux yeux un signe de longue vie. Tu t'y connais en cela? Bien sûr, montrez-moi vos mains. Oui. Ah, mon Dieu, quelle ligne de vie. Comment? Mais voyez jusqu'où va cette ligne-là. Oui, qu'est-ce que cela veut dire? Par ma foi, je vous ai dit 100 ans, mais vous passerez les 120. Mais est-ce possible? Il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre vos enfants et les enfants de vos enfants. Eh bien, tant mieux. Alors, Fronsine, comment va notre affaire? Vous me le demandez. Il n'y a rien dont je ne vienne à bout. J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux. Il n'est point de partie au monde que je ne puisse accoupler. Comme j'ai des relations avec elle, je les ai entretenues de vous et j'ai dit à la mère le dessin que vous aviez conçu pour Marianne quand vous l'avez vue passer dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Oui, et quelle a été la réponse? Elle a reçu la proposition avec joie et quand je lui ai dit que vous souhaitiez que sa fille assiste ce soir au contrat de mariage de votre propre fille, mais elle a accepté et me l'a confié pour cela. Je dois donner un souper ce soir au Seigneur Anselme, et je serais bien content qu'elle soit là. Bien sûr, elle doit après dîner rendre visite à votre fille et elle se propose d'aller à la plantation du Mai pour venir ensuite au souper. Eh bien, elles iront ensemble dans mon carrosse que je leur prêterai. Mais Fronsine, as-tu parlé à la mère au sujet de la dot de sa fille? Et lui as-tu dit qu'elle devait faire un effort pour que ce mariage se réalise? Et qu'elle devait se saigner pour une telle occasion? Comment? Car on n'épouse pas une femme sans qu'elle apporte quelque chose. C'est une fille qui vous apportera 12 000 francs de rente par année. 12 000 francs de rente? Oui, elle ne mange presque pas, ayant été élevée dans une grande économie de nourriture. Elle est accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage et de pommes. Vous économiserez ainsi au moins 3 000 francs. Outre cela, elle n'aime pas les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux. D'où une autre économie de 4 000 francs. De plus, elle déteste le jeu, ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. J'en connais une qui a perdu 20 000 francs cette année. 20 000 francs? Mais n'en prenons que le quart. 5 000 francs au jeu, 4 000 francs en habits et bijoux, et 3 000 francs en nourriture, et voilà vos 12 000 francs par année. Oui, cela n'est pas mal, mais ce n'est rien de réel. Pardonnez-moi, mais n'est-ce pas là quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un amour de simplicité de parure et l'acquisition d'une grande haine pour le jeu? Mais Fronsine, c'est une blague que de vouloir me constituer sa dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Il faut bien que je touche quelque chose. Eh bien, vous toucherez assez, et elles m'ont parlé d'un pays où elles ont du bien et dont vous serez le maître. Eh bien, il faudra voir cela. Mais Fronsine, il y a encore une chose qui m'inquiète. La fille est jeune. Et les jeunes gens n'aiment que leurs semblables. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût. Ah, que vous la connaissez mal. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens et n'a de l'amour que pour les vieillards. Elle? Oui, elle. J'aimerais que vous l'entendiez parler là-dessus. Elle ne peut subir la vue d'un jeune homme et n'a du respect que pour les personnes âgées charmantes. C'est certes, tu m'as dit là une chose toute nouvelle. Voilà en effet ce que je n'aurais jamais pensé. En effet, si j'étais femme, je n'aurais point aimé les jeunes hommes. Je crois bien.
Pour moi, je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment tant. Il faut être folle, trouver la jeunesse aimable. Sont-ce des hommes que de jeunes blondins? Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? Mais c'est ce que je dis à tous les jours, avec leur ton efféminé, leurs 3 petits brins de barbe, leurs perruques, leur eau de choses tout tombant, et leurs estomacs débraillés. Et vous êtes bien bâti. Voilà un homme. Il y a là de quoi satisfaire à la vue, et c'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour donner de l'amour. Tu me trouves bien? Comment? Vous êtes à ravir et votre figure est à plaindre. À quoi? À peindre? À peindre, à peindre. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Oui, oui. Ah, il ne se peut pas mieux. Marchez un peu. Oui, oui. Quel corps taillé, libre et dégagé comme il faut. Dis-moi un peu, Frosine, Marianne ne m'a-t-elle point encore vue? N'a-t-elle point pris garde à moi en passant? Non, mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de vous et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite. Tu as bien fait, je t'en remercie. J'aurais, monseigneur, une petite prière à vous faire. Oui. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si seulement vous aviez quelque bonté pour moi. Ah, que vous lui plairez, mais surtout elle sera charmée par votre grâce et votre maintien. Certes, tu me ravis de me dire cela. En vérité, monseigneur, ce procès est d'une importance très grande. Je suis ruinée si je le perds et quelques petites assistances me rétabliraient mes affaires. J'aurais voulu que vous voyiez son ravissement, m'entendre parler de vous. L'émerveillement apparaissait dans ses yeux, la joie éclatait dans ses yeux. Tu m'as fait grand plaisir, Frosine. Je t'en serai éternellement obligé. Je vous prie, monseigneur, de ne pas me donner le petit secours que je vous demande. Cela me rétablirait mes affaires. Oh Dieu, je vais achever mes lettres d'affaires. Je donnerai ordre que mon carreau soit plein pour vous conduire à la plantation du mai. Je n'aurais point si je me voyais forcée par la nécessité. J'aurai qu'on soupe de bonheur. Ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite. Je m'en vais. Voilà qu'on m'appelle. À bientôt. Monsieur! Monsieur! Que la grippe espagnole t'emporte, chien de vilain! Il a été ferme à toutes mes attaques, mais je ne peux quitter la négociation. J'ai, de l'autre côté en tout cas, une assurance de tirer bonne récompense. Venez tous que je distribue mes ordres. Allez, allez. Eh bien, qui commence? Ah ben tiens, donc Claude, commençons par vous. Je vous confie le soin de nettoyer partout. Et ne frottez pas les meubles trop fort de peur de les user. En plus, vous serez préposé aux bouteilles. Et si vous en cassez une, eh bien, ce sera déduit de vos gages. Châtiment politique. Ensuite, tiens, Branawan et la merluche, vous donnerez à boire, mais seulement lorsque l'on aura soif. Attendez que l'on vous en demande plus d'une fois. Souvenez-vous d'apporter beaucoup d'eau. Oui, le vin peut monter à la tête. Tiens, vous, ma fille, vous aurez l'œil sur ce que l'on desservira. Et prenez garde qu'on ne gaspille pas. Et aussi, préparez-vous à bien recevoir ma maîtresse qui doit venir vous visiter et vous conduire avec elle à la plantation du mai. Entendez-vous ce que je dis, au moins?
Oui, mon père. Bon. Oh. Et vous, mon fils, le damoiseau, à qui j'ai la bonté de pardonner l'histoire de tantôt, eh bien, ne t'avise pas d'être désagréable avec elle. Mon père désagréable? Mais pour quelle raison le serais-je? Mon Dieu, nous savons la réaction des enfants dont les pères se remarient et de quel œil ils regardent leur future belle-mère. Mais si tu souhaites que j'oublie ce que tu sais, tu devrais être avenant et de bonne compagnie. À vrai dire, mon père, je ne suis point aise à ce qu'elle devienne ma belle-mère, mais pour ce qui est de bien la recevoir, je vous promets de vous obéir. Bonne décision. Valère, aide-moi ceci. Oh là, maître Jacques, approchez. Je vous ai gardé pour la fin. Est-ce à votre cuisinier ou au cocher vous vous adressez? Aux deux. Mais à qui des deux le premier? Au cuisinier, tiens. Attendez donc, s'il vous plaît. Oh. Vous pouvez parler maintenant. Je me suis engagé ce soir à donner à souper. Grande merveille. Nous feras-tu bonne chère? Bien sûr, si vous me donnez assez d'argent. De l'argent? Que diable! De l'argent, de l'argent, de l'argent! Il n'a que ce mot à la bouche toujours parler d'argent! Quelle impertinence que celle-là! Un navire cuisinier fera bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère avec peu d'argent. Bien sûr. Par ma foi, monsieur l'intendant, faites-nous part de vos secrets et prenez ma cuisine. Assez! Taisez-vous! Bon, qu'est-ce qu'il vous faudra? Voilà votre intendant qui vous fera bonne chère avec peu d'argent. Assez! Je veux que tu me répondes! Alors, combien serez-vous de gens à table? Eh bien, nous serons 8 ou 10, mais quand il y en a pour 8, il y en a assez pour 10. Bien. Alors, il faudra entrée, potage, 4 sortes de viande et légumes en 5 services. C'est que diable! En voilà assez pour nourrir le bourg de Saint-Volcarpe en entier! Quelques rôtis, Après, tu manges tout mon bien! 3 entremets. Encore! Est-ce que vous avez envie de faire mourir le monde? Le Seigneur n'a pas été des gens pour les assassiner avant de manger. Il a raison! Apprenez que c'est un coupe-gorge qu'une table trop bien remplie. Il faut manger pour vivre, et non vivre pour manger. Ah, que cela est bien dit! Approche que je t'embrasse pour ces mots. Il faut vivre pour manger, et non manger pour... Non, ce n'est pas cela. Comment avez-vous dit déjà? Qu'il faut manger pour vivre, et non vivre pour manger. Oui, entends-tu cela? Et pour votre soupe, laissez-moi faire. Faites donc. Tant mieux, une tâche de moins. Il faudra des plats qui rassasient. Quelques bons haricots bien gras et des pâtés de tourte. Laissez-moi faire. Et maintenant, maître Jacques, il faut nettoyer mon carrosse. Attendez, ceci s'adresse au cocher. Vous pouvez parler maintenant. Je disais qu'il faut nettoyer mon carrosse et tenir mes chevaux prêts pour conduire à la plantation du mai. Vos chevaux, monseigneur? Oui. Mais ils ne sont point en état de marcher. Les pauvres bêtes n'ont rien à manger. Vous les faites tellement jeûner qu'ils ne sont plus que des fantômes de chevaux. Oui, mais ils ne font rien. Et pour ne rien faire, est-ce qu'il ne faut rien manger? Cela me fend le cœur de les voir ainsi. J'éprouve une tendresse pour mes chevaux. Je me prive moi-même pour leur donner quelque subsistance. Vous êtes trop dur avec eux. Comment voulez-vous qu'ils traînent un carrosse s'ils ne peuvent se traîner eux-mêmes? Monseigneur, j'engagerai le voisin, monsieur Ménard, pour les conduire. Ainsi, maître Jacques pourra nous préparer le souper. Oui. Soit. J'aime mieux qu'ils meurent sous la main d'un autre que sous les miennes. Monsieur maître Jacques fait le raisonnable. Monsieur l'intendant fait bien l'indispensable. Assez! Mais monseigneur, je déteste les flatteurs, et je vois que son contrôle sur le pain, le vin, le bois, le sel et la chandelle ne sont que pour vous flatter. Ah oui? J'enrage de cela, et je suis fâchée quand j'entends ce que l'on dit de vous. Car enfin, j'éprouve une tendresse pour vous, et après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus. Bien, pourrais-je savoir ce qu'ils ont dit de moi? Bien sûr, monseigneur, si je suis assurée que cela ne vous fâchera point. Non, en aucune façon. Pardonnez-moi, mais je sais fort bien que cela vous mettra en colère. Point du tout, au contraire. Cela me fait même plaisir de savoir que l'on parle de moi. Bon, puisque vous voulez, monseigneur. Je vous dirai franchement que l'on se moque de vous partout dans la seigneurie. Ah oui?
que l'on voudrait sans ménagement. Donc ça... L'un dit de vous que vous faites travailler les censitaires doublement, sans pour autant les nourrir. Moi? Voyons. Un autre dit que vous trouvez toujours quelque chose à reprocher à vos valets lorsque vient temps des fêtes pour ne rien leur donner. Mais voyons. Un autre dit que vous avez traîné en justice un voisin en accusant son chat d'avoir mangé un reste de gigot de mouton. Un reste de gigot de quoi? De mouton. De mouton. Et un autre dit que votre ancien cocher vous a surpris une nuit à voler l'avoine de vos propres chevaux. Et ne sachant pas que c'était vous, vous avez donné des coups de bâton. Et de peur que vous ne soyez reconnu, vous n'en dites rien en vous sauvant. Partout, vous êtes la risée de tout le monde. Et on parle de vous que sous les noms de ladre, d'avare, de vilain et de fesse Mathieu. Vous êtes un sot! Non! Un narrot! Un coquin! Et un impudent! Mais je l'avais deviné! Je vous l'avais bien dit, vous vous fâcheriez de vous dire la vérité! Mais apprenez à parler! Oh. L'honnêteté ne fait pas. Morbleu, monsieur nouveau venu qui fait l'important! Mêlez-vous de vos affaires et ne riez pas de mes coups de bâton! Mais ne vous fâchez pas, monsieur Maître Jacques. Oh, je vais faire le brave, et s'il est assez sot pour avoir peur de moi, eh bien, je le battrai! Sachez, monsieur le rieur, que je ne ris pas, moi, et que si vous vous moquez de moi, je vous ferai rire d'une autre façon! Doucement. Comment doucement? Il ne me plaît pas, moi! De grâce. Vous êtes qu'un impertinent! Monsieur Maître Jacques. Il n'y a point de monsieur Maître Jacques. Si je prends un bâton, je vous battrai! Comment un bâton? Oh, je ne voulais pas dire cela. Sachez, monsieur le sot, que je suis homme à vous battre vous-même. Je n'en doute pas. Écoutez, vous n'êtes qu'un cuisinier. Oh, je le sais bien. Vous ne me connaissez pas encore, vous me battrez, dites-vous. Oh, je le disais en riant. Eh bien, moi, je ne ris pas. Vous n'êtes qu'un idiot. Aïe, aïe, aïe. Ah! Oh, oh, maudit soit la sincérité. Désormais, je ne le saurai plus. Passe encore pour mon maître. Il a le droit de me battre. Mais pour ce qui est de ce monsieur l'intendant, je me vengerai un jour si je peux. Savez-vous, Maître Jacques, si le Seigneur est ici? Oh oui, il y est. Je ne le sais que trop. Dites-lui, je vous prie, que nous sommes ici. Ah, Francine, je suis dans un étrange état. Je dois dire que j'appréhende cette rencontre. Mais pourquoi êtes-vous inquiète? Vous me le demandez? Ne seriez-vous pas dans le même état si on voulait vous marier à quelqu'un que vous n'aimez pas? Je sais bien qu'Harpagon n'est pas l'homme que vous voulez épouser et que le jeune homme dont vous m'avez parlé vous hante l'esprit. Je ne peux vous le cacher. Les visites qu'il m'a faites chez moi m'ont fait beaucoup d'effet. Mais avez-vous su qui il était? Non, je ne sais pas. Mais je sais qu'il est beau et que je le prendrai au lieu de ce Harpagon qu'on veut me faire épouser. Mon Dieu, tous ces genoux sont agréables et parlent bien, mais la plupart sont pauvres comme du sel. Il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari qui vous donnera beaucoup de bien. Je comprends que l'idée d'être marié à un vieillard n'est pas reluisante, mais il devrait mourir bientôt et ensuite vous pourrez vous choisir un autre mari à votre goût. Mon Dieu, Francine, c'est une étrange chose que d'avoir à attendre la mort de quelqu'un pour aspirer au bonheur. Mais voyons, vous ne l'épousez qu'à la condition qu'il vous fasse veuve bientôt, et ce doit être écrit dans le contrat de mariage. Il serait bien impertinent de ne pas mourir dans les 3 mois. Oh, mais le voici. Ne vous offusquez pas, ma belle. Si je me présente à vous avec des lunettes, je sais que votre beauté est visible d'elle-même, et que nul n'est point besoin de lunettes pour la voir, mais enfin, c'est avec des lunettes que l'on observe les astres. Et je maintiens et garantis que vous êtes un astre, mais un astre.
le plus astre qu'il soit dans le pays des astres. Francine, elle ne dit pas un mot, et ne témoigne aucune joie de me voir. C'est qu'elle est encore sous le choc, et les filles sont toujours gênées d'abord à démontrer leurs sentiments. Tu as raison. Voilà ma chère fille qui vient vous saluer. Désolée d'avoir attendu si tard à venir vous visiter. Vous avez fait ce que j'aurais dû faire moi-même il y a longtemps. J'aurais dû prendre les devants. Vous voyez qu'elle est grande, mais la mauvaise herbe pousse toujours. Mais quel homme déplaisant! Que dit la belle? Qu'elle vous trouve admirable. C'est trop d'honneur que vous me faites, adorable et mignonne. Quel animal! Vous me faites plaisir de penser ainsi. Je n'en peux plus. Voilà mon cher fils qui vous fait la révérence. Mon Dieu, Francine, quelle rencontre! C'est justement celui dont je vous ai parlé. Quel heureux hasard. Je vois que vous êtes étonné de voir que j'ai de grands enfants. Mais ne vous inquiétez point, je serai bientôt défait de l'un de l'autre. Madame, je dois vous avouer que je ne m'attendais pas du tout à tout cela, et mon père m'a quelque peu surpris lorsqu'il m'a dit tantôt ce qu'il voulait faire. Je suis tout autant surprise que vous. Je n'étais pas préparée à une pareille aventure. Il est vrai que mon père ne peut pas faire un plus beau choix, et il me fait plaisir de vous savoir ici, mais je dois vous avouer que je ne me plais pas à penser que vous pourrez devenir ma belle... mère. Mon discours vous paraîtra brutal, mais je suis assuré que vous me comprendrez. C'est un mariage, madame, que je ne souhaite point, et vous n'ignorez pas, sachant qui je suis, comme il choque mes intérêts, et qu'avec la permission de mon père, laissez-moi vous dire que si les choses ne dépendaient que de moi, c'est un mariage qui ne se ferait point. Mais voilà une remarque bien impertinente. Quelle belle confession à lui faire. Et moi, pour vous répondre, je vous dirais que j'en pense la même chose. Si cela ne vous réjouit point non plus de me voir devenir votre belle-mère, il ne me réjouit point de vous voir devenir mon beau-fils. N'allez croire que je cherche à vous donner cette inquiétude, et je serais profondément peinée de vous causer un tel désespoir. Si je m'y voyais forcée par une puissance absolue, je ne consentirais point à ce mariage. Il a raison. À son compliment, il faut répondre de même. Pardonnez, madame, l'impertinence de mon fils. C'est un jeune sot qui ne se rend pas compte des conséquences de ses paroles. Oh, je vous assure qu'il ne m'a point offensé. Au contraire, j'aime sa franchise. Et s'il m'avait parlé autrement, mon estime pour lui en serait moins grande. Vous êtes trop bonne d'excuser mon fils de ses fautes. Le temps le rendra plus sage et il changera d'idée. Ah non, mon père, je ne changerai pas d'idée. Et madame peut m'en croire. Mais voyez quelle extravagance! Il continue de plus belle! Voudriez-vous que je trahisse mon cœur? Encore? Changez de discours, mon fils! Eh bien, puisque mon père désire que je vous parle d'une autre façon, sachez, madame, que si j'étais à la place de mon père, je vous dirais que je n'ai rien vu au monde de plus charmant que vous, que mon bonheur serait de vous plaire, et que de devenir votre époux serait pour moi une gloire encore plus que de posséder tous les avantages d'un prince. Oui, madame, le bonheur de vous posséder est à mon regard la plus belle de toutes les fortunes. C'est mon ambition la plus chère, il n'y a rien au monde que je ne ferai point, ni obstacle assez grand à franchir, pour une conquête si précieuse. Mais doucement, mon fils, s'il vous plaît. C'est un compliment que je fais pour vous, à madame. Mais mon fils, j'ai une langue pour m'exprimer moi-même. Je n'ai pas besoin de vous. Allez, apportez-nous des sièges. Non, il vaut mieux que nous allions de ce pas à la plantation du mai afin d'en revenir au plus tôt pour que vous ayez plus de temps pour vous entretenir. Tu as raison. Qu'on amène donc mon carrosse. Je vous prie, ma belle, de ne pas vous avoir offert de collation avant de partir. Mais j'y ai pensé, mon père, et... J'ai fait apporter ici quelques oranges, des citrons doux et des confitures que j'ai envoyé chercher de votre part. Valère! Oh, mais il a perdu la tête! Est-ce que vous trouvez que mon père, que cela n'est pas assez? Ce ne sera pas nécessaire. Avez-vous vu, madame, un diamant plus brillant que celui que vous voyez au doigt de mon père? Il est vrai qu'il brille beaucoup. Oui, Il faut que vous le voyez de plus près. Mais voyons. Il est fort beau et jette quantité de feu. Non, il est trop entre belles mains, gardez-le. C'est un cadeau que mon père vous fait. Moi? N'est-il pas vrai, mon père, que vous désirez qu'elle la garde comme preuve de votre amour pour elle? Comment? Il me demande de vous la faire accepter. Je ne veux point. Mais voyons, il ne peut pas la reprendre. J'enrage. Mais ce serait...
Voudriez-vous l'offenser? De grâce. Allez, allez. Malédiction! Vous voyez, il se scandalise de votre refus. Traître, infâme, traître! Mon père, ce n'est pas de ma faute. Je fais ce que je peux pour qu'elle la garde, mais elle la refuse obstinément. Vous voyez, mon père se fâche après moi à cause de vous. Coquin! Ne résistez pas davantage. Il pourrait en tomber malade. Mon Dieu, que de façon! Gardez la bague puisque Monseigneur le veut. Pour ne point vous mettre en colère, je la garde pour l'instant. Mais je vous la rendrai plus tard. Monseigneur, un homme désire vous parler. Dites-lui que je suis occupé et qu'il revienne plus tard. Il dit qu'il vous amène de l'argent. Je vous demande de m'excuser, je reviens tout de suite. Monseigneur! Ah, je suis mort! Père, laissez. Ça ne sera rien. Monseigneur, je vous demande pardon. Je croyais bien de venir aussi vite. Que veux-tu, bourreau? Vous dire que vos 2 chevaux sont déferrés. Mais qu'on les mène tout de suite chez le maréchal! En attendant qu'il soit ferré, je ferai visiter le jardin à madame où je ferai porter la collation. Valère, ayez un peu l'œil sur tout cela. Essaie de m'en sauver un peu pour en ramener chez le marchand. Fils impertinent, veux-tu me ruiner? Oh! Oh! Oh non! Oh! Mais voyons! Il n'a pas fait ça! Oh! Oh mon Dieu! Oh!